c'est le bagnard, hein, l'arabe. Ils sont arrivés ici les chaînes aux pieds. Pas d'identité, pas de famille, pas de culture. Mon père, bien sûr, il voulait toujours repartir en Afrique. Hein. On ne nous racontait pas grand-chose hein, parce que c'était un peu tabou. Bonsoir à tous. Pour leurs ancêtres, la Nouvelle-Calédonie a d'abord été une terre de souffrance. Qu'avaient donc fait ces Maghrébins pour être condamnés aux travaux forcés et à l'exil? Pourquoi ont-ils été déportés, transportés ou relégués aussi loin de chez eux, dans ce pays qu'ils vont appeler Calédoune? Comment se sont-ils fait une place au fil des années? Enfin, pourquoi ce passé difficile est-il encore aussi douloureux pour leurs enfants et petits-enfants? Sur les traces du passé, c'est tout de suite sur NCTV. Le premier bateau qui arrive ici avec des bagnards en 1864, il y a un Arabe dessus, il y a un Algérien. Le dernier bateau qui arrive en 1897, je crois que c'est plus d'un tiers des bagnards qu'il y a dessus qui viennent d'Algérie. Comme le bateau, il était 2 ou 3 mois pour arriver, à bord du bateau, je ne pouvais pas mettre de bétail, ils mettaient, je crois que c'était des cochons. Parce que les Arabes, ils ne mangeaient pas le cochon, ils ne mangeaient pas tout ça. Ceux qui faisaient le voyage comme ça, ils étaient résistants. Quand ils avaient la chance d'arriver ici, c'était bien, sinon ils mouraient dans des conditions pas possibles. Il y avait le scorbut, il y avait tout ce que vous voulez. Ceux qui mouraient à bord, on les mettait par-dessus bord. Il y en a 6 qui sont venus, là, 3 frères, 3 cousins, mais il y en a 3 qui sont morts dans le bateau. Hein. Et je pense qu'il y a un ou deux de mes frères, mes frères ou demi-frères de mon père, ils ont été balancés par-dessus le bord. Comment qu'ils ont été traités dans les voyages et puis tout, ce qu'ils étaient là après. Ça nous a un peu touchés quand on a découvert tout ça. Entre 1864 et 1897, ce sont exactement 2106 Maghrébins, originaires en grande majorité d'Algérie, qui vont être envoyés en Nouvelle-Calédonie. Parmi eux, des bagnards au sort et au profil très différents. Les déportés tout d'abord, des leaders politiques qui ont tenté une révolte pour libérer l'Algérie de l'emprise française et qui se retrouvent condamnés à l'exil sur l'île des Pins. Une minorité en réalité, de 126 personnes. Puis on retrouve les délinquants et criminels de droit commun, qu'on appelait en fonction de la gravité de leurs actes, des transportés et des relégués, condamnés aux chaînes et à la dure vie du bagne sur l'île Nou. Il y a eu une confusion pendant très longtemps dans l'histoire du bagne calédonien en considérant que tous les bagnards étaient pareils. Or, il y a 3 catégories de bagnards. Il y a les nobles, les déportés politiques, il y a les droits communs, c'est les transportés, et puis il y a les petites frappes, qui n'ont jamais rien fait de très grave, mais qu'on a fini par condamner parce qu'ils faisaient plein de conneries. C'est les relégués. Et pendant longtemps, on a cru que les Arabes étaient descendants des déportés politiques de la grande révolte de Kabylie. Donc en 1871, la Kabylie se révolte à un moment difficile de la France puisqu'elle vient de perdre la guerre contre la Prusse, etc. Donc il y a une tentative des Algériens de se libérer de l'emprise française, et les leaders de cette révolte qui est matée sont condamnés à l'exil. La déportation politique, c'est principalement l'exil. C'est eux qui vont être envoyés, comme les communards, qui sont condamnés de la même manière, vont être envoyés à l'île des Pins. C'est eux qu'on voit sur les photos, habillés en burnous, etc. Les burnous étant payés par l'administration française, ils sont en exil. Pour tous les autres, c'est les chaînes. C'est le bagne, c'est l'île Nou, et les ancêtres de tous les descendants arabes, à de très rares exceptions près, c'est à travers ça qu'ils sont passés. Ils ne sont jamais allés à l'île des Pins. Ce n'est pas eux qu'on voit sur les photos. Tous ceux qu'on voit sur les photos, la grande majorité d'entre eux, ceux qui ne sont pas décédés en Calédonie, sont rentrés en Algérie.
Mon grand-père est un déporté, venu d'Algérie, de Constantine exactement. Et il est arrivé en 1894, il avait 20 ans. Mon père est né à Saint-Arnaud. Il est arrivé d'Algérie en 1887. Où je peux pas bien vous dire. Hein. Ça c'est ma mère, ça c'est moi, ça c'est un neveu, ça c'est mon beau-frère. C'était des condamnés, ça dépendait de ce qu'ils avaient fait. Moi, mon grand-père, il a été condamné. Le dernier convoi, en 1897, il venait de Constantine. Voilà. Voilà mon père et voilà ma mère. Je suis arabe du côté de mon père et ma mère. Hein. Mon père il est de l'Akhouat et ma mère elle est de Bishkira. Mon grand-père, soi-disant qu'il est venu ici, c'est pour la colonisation de la France en Algérie, quoi. Il s'est battu là-bas, puis alors son premier chef de guerre, ça a été Abdelkader. Abdelkader a disparu, après ça a été Mokrani. Et Mokrani s'est rendu, puis alors là, ils ont été pris, puis envoyés en Calédonie, comme bagnards. Ouais. L'histoire, elle a toujours été taboue sur les déportés arabes. Moi, je pense qu'ils ne voulaient pas raconter leur condamnation, parce qu'il y en avait qui avaient des condamnations dures. Hein. Mais il fallait peupler la Calédonie. Pendant très longtemps, l'image d'Épinal des Arabes en Calédonie était liée à la figure d'El Mokrani. L'origine de la communauté arabe de Calédonie n'est pas liée à Mokrani. Un des objectifs de la France, c'était de pouvoir amener ici des gens qu'on pourrait à un moment ou à un autre faire devenir des cultivateurs, des colons. Cela permettait également en Algérie, d'une part, de se débarrasser des fauteurs de troubles, en particulier des fauteurs de troubles qui défendaient leurs terres, et de récupérer une masse d'hommes dont certains pourraient, puisqu'ils étaient déjà paysans, pourraient faire des paysans efficaces dans le cadre du processus colonial. Il y en a qui sont venus ici pour rien du tout. Comme si ils n'auraient pas pu faire cette peine chez eux. Ou bien en France, par exemple, c'est tout près, quoi. Il y en a qui faisaient la bêtise et puis c'est l'autre qui ramassait. C'est qu'ils ont souffert, hein, parce qu'ils ont travaillé à la pelle, à la pioche, et puis en plus avec la chaîne au pied. Mais il fallait travailler de 6 heures à presque 6 heures du soir, et puis le samedi. Après la traversée jusqu'à Calédoune, qui est la déformation en arabe de Calédonie, ils se sont retrouvés les chaînes aux pieds, à l'île Nou, puis ailleurs, en face de gens qu'ils ne comprenaient pas et qui ne les comprenaient pas. J'ai appris l'arabe un peu avec les vieux, parce que, comme je viens de vous dire, il y en a qui ne savaient pas du tout parler français. Comme ils voulaient quelque chose, ils nous le demandaient en arabe, et puis en passant, on arrive à le comprendre. Hein. Ces gens, dans l'immense majorité des cas, étaient analphabètes, ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire, ne parlaient que
arabe ou amazigh, la langue kabyle. Ils sont arrivés avec leur djellaba ou leur burnous ou je ne sais quoi. On les a habillés avec des costumes de chapeau de paille. Une fois que le burnous était usé, ils n'en avaient plus. Les chants, le langage, tout ça, ils n'avaient plus rien. Parce que la langue, entre eux, ils se réunissaient, ils parlaient jusqu'à 1 h du matin et tout. Une fois qu'ils étaient libérés, ils parlaient entre eux. Mais après, dans la société, avec qui voulez-vous qu'ils communiquent? C'était le français ou même ça aurait été la langue kanak. Ça a été très dur, très dur, très dur. Ils n'avaient rien à eux. Alors ils restaient ici, ils mouraient là, sans famille, sans rien. La famille, c'était des amis, et puis c'était tout. Je ne sais pas comment peut-être qu'ils sont venus ici, parce qu'ils ne nous conseillaient jamais dans le mauvais. C'était toujours dans le droit chemin. Ça m'a beaucoup touché, ça. Et jusqu'à maintenant, ça ne veut pas me passer. Libérés à la fin de leur peine, ces bannières algériens vont se voir confier des concessions rurales de l'administration pénitentiaire. Commence alors pour tous ces anciens forçats une vie rude, faite de travail, de misère et de la douleur d'un retour impossible. Embarqués bien malgré eux dans l'histoire coloniale française, les Arabes de Nouvelle-Calédonie vont apprendre à survivre. C'est quand ils étaient réhabilités après, ils étaient encore condamnés, mais ils étaient mis en concession, quoi. J'avais entre 4 et 5 hectares de terre, quoi. Puis on leur faisait une petite maison là-dessus, puis ils se débrouillaient, hein, débrouillez-vous. Hein. Alors là, j'avais intérêt à prendre les binettes à l'époque et puis travailler pour sortir la culture pour manger, quoi. Ces anciens bagnards mis sur concession ont été mis sur concession à une époque où on ne donnait plus les terres, mais où on les faisait payer aux bagnards. Je suis né là, ici, dans la maison qui est un peu plus loin, là. Et puis ensuite, j'ai vécu là presque toute ma vie, quoi. Mon père, il s'est arrivé de la foi, il s'est retrouvé à Bourail, et de Bourail, il a acheté une propriété, et puis il a fait de l'élevage associé avec un autre musulman. Il avait près entre 35 et 40 têtes de bétail. Et puis il faisait de la culture, du lait pour la fromagerie de Bourail. Et puis on vivait avec ça, avec le maïs, la volaille, et puis les animaux, le bétail. Mais là, j'ai sorti les photos de mes parents. C'est la photo de ma mère, qui est ici. De mon père. Et ils étaient libérés sur 4 hectares. Mon grand-père, ils étaient 20 sur 4 hectares. Hein. Il avait 18 gosses, la mère, le père et 2 belles-filles. Comment ils ont vécu? Comment ils ne sont pas tous morts? Parce qu'ici, il n'y avait rien ne se vendait, personne n'avait de l'argent. Mais vous savez ce que c'est qui les a sauvés? C'est la solidarité. Sinon, ils seraient tous morts. L'époque avant, c'était très bien ici. S'il y en a qui a la chance, si tu insères, par exemple, on partageait aux voisins, chacun son morceau de viande. Après, quelquefois, on faisait les sadakas. Sadakas, on tuait un bétail, c'était partagé dans tout le centre entier. Hein. Tout le monde avait son morceau de viande pour manger. Ouais. Avant, quand il y avait de la culture, par exemple, à ramasser, ils appellent ça en arabe le touiza. Ils faisaient un touiza, si vous avez 1 hectare de maïs à ramasser, ça faisait aussi vite qu'aujourd'hui avec tous les appareils. Il y avait 8, 10, 15 gars qui étaient là, à donner la main à ramasser le carré de maïs. Une bonne partie d'entre eux sont concentrés là où il y a le maximum de bagnards, c'est-à-dire Bourail.
en particulier sur Nessadio. Une partie de ces anciens bagnards étaient plutôt des grandis de grands chemins ici en Calédonie, et donc Nessadio leur servait de base arrière où ils pouvaient venir se réfugier sans que jamais la gendarmerie vienne ici sur Nessadio. Au fur et à mesure, on a eu en fait une communauté qui s'est cristallisée ici sur Nessadio, bien que, contrairement à la légende, dans les années 1930 par exemple, vous avez 109 personnes arabes ou descendants d'arabes et 109 européens à Nessadio. Donc il n'y a jamais eu une communauté où tout le monde était arabe à Nessadio. Il y a toujours eu de ces mélanges. Cette vallée, pendant longtemps, a été un endroit délaissé de la Calédonie. On l'appelait la vallée du malheur, ça dit tout. Les gens ici survivaient plus qu'ils ne vivaient. Donc c'est créé une espèce de bulle avec le maintien d'un certain nombre de traditions. Il y en a à Bourgogne, il y en a dans le nord aussi, mais à Nessadio, c'était une grosse communauté qu'il y avait. Donc ils se sont retrouvés un peu ensemble, c'est ça qui les... Bon, ils se remontaient peut-être le moral pour pouvoir arriver à survivre. Et puis le soir, ils se retrouvaient autour d'une tasse de café, puis discuter. Quand vous êtes dans une situation de survie, en fait, il faut bien vous rattacher à quelque chose. Et l'assise de la communauté de Nessadio, ça a été de tirer une fierté de la capacité de leurs ancêtres à survivre et à surmonter une vie extrêmement difficile qu'ils n'ont pas choisie, parce qu'ils sont arrivés ici les chaînes aux pieds, ils n'ont pas pu repartir. Toute une partie d'entre eux, tout ce qu'ils rêvaient, c'est de pouvoir aller mourir en Algérie. Mon père, bien sûr, il voulait toujours repartir en Afrique, hein. Il voulait toujours partir, et puis nous, on ne voulait pas. Puis comme mon père, il avait vu que ses frères, tout ça, ils étaient là, alors il n'a pas trop osé. Ils ont été malheureux, ces gens-là. Très, très malheureux. Hein. Il y en avait qui n'avaient rien, et puis... Il n'y en a aucun des transportés qui est retourné. Les déportés politiques, il y en a qui sont retournés, mais les transportés, ils ont tous resté ici, sont morts ici. Quand la condamnation terminée, il avait le droit de rentrer en Algérie, mais il n'a pas voulu retourner. Pendant très longtemps, la vallée de Nessadio a été un cul-de-sac. Les gens se sont retrouvés pendant plusieurs générations dans un espace fermé où peu de gens en fait venaient parce que la route était mauvaise. Et donc se sont conservées des traditions dans la vallée de Nessadio, en particulier liées aux ancêtres arabes d'Afrique du Nord, qui font que c'est préservé ici un souvenir de l'Algérie principalement, qui s'est un peu étiolé ou que les gens ont volontairement oublié ailleurs en Calédonie. Les parents, les grands-parents, quand ils parlaient de leur pays, ils l'idéalisaient. Quelque chose que vous aimez, vous. Bon, j'ai trouvé l'Algérie très belle et tout, mais bon, moi, l'Algérie, c'est pas mon pays. La particularité historique de Nessadio, c'est qu'à l'extrême fin du 19e siècle, il y a un marabout, Sidi Moulay, qui se noie dans la rivière de Nessadio. Et pas très loin, il y a un monsieur Miloud qui a un bout de terrain et qui va donner un bout de ce terrain pour enterrer le marabout. À partir de ce moment-là, on a un lieu saint et va se créer un cimetière sauvage, musulman, ce qui va faire un pôle d'ancrage culturel, religieux, identitaire. C'est comme ça que va se créer cette communauté particulière. Mais cette communauté particulière, elle se crée dans un contexte d'extrême pauvreté, de très grande violence, dans un contexte de misère sociale, affective, dans un endroit qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la route, elle passe par Nessadio. On voit que les gens, ils n'ont pas assez à manger, on voit que les enfants, ils sont tout nus, on voit que les gens sont pieds nus, ils sont habillés en haillons. C'est une situation extrêmement dure. Loin de leur pays et de leur famille, certains de ces Arabes de Nouvelle-Calédonie se marient avec des femmes d'origine européenne, kanak ou indonésienne et vont donner naissance à une descendance métissée. Une des particularités de l'histoire des Arabes, c'est que contrairement aux condamnés au bagne qui étaient français,
et qui avaient le droit de faire venir leur famille, leurs femmes, leurs enfants s'ils en avaient, éventuellement leurs frères ou leurs sœurs, éventuellement même leurs parents. Tout ça, c'était payé par la France dans le cadre du processus colonial. Les seuls qui n'avaient pas le droit de faire venir leurs femmes et leurs enfants, c'étaient les Algériens. Donc les Algériens ont été obligés, pour faire descendance, de se marier avec des femmes d'autres ethnies, en particulier des Françaises, en particulier des très jeunes filles de Bagnères. C'était des Françaises, parce que les Françaises aussi, ils étaient condamnés là-bas, ils les emmenaient ici, là. Hein. Mais comme les musulmans, ils étaient en brousse, et ben c'est là qu'ils sont trouvés à se marier avec. Il y a 2 ou 3 qui sont mariés avec des mélanésiennes. Le résultat de ça, c'est que dès la première génération, on a affaire à des métis, et dès la première génération, toute une partie du bagage culturel d'Afrique du Nord ne peut pas se transmettre. Chacun parle sa langue maternelle, on ne parle pas sa langue paternelle. Et ces vieux Arabes, ils baragouinaient du français, et donc c'est la mère qui a appris la langue à ses enfants. C'était la seule langue de communication. On ne nous a pas appris, mon père ne parlait pas arabe, ma mère ne parlait pas arabe. Parce que nous, notre grand-père, peut-être qu'il suivait une religion, mais ma mère, elle nous disait qu'elle n'avait jamais vu son beau-père prier. Hein. Moi, avec mon père, on parlait un peu l'algérien, quoi, le langage. Après, mon père, il est mort, j'avais 8 ans. On n'a pas pu parler beaucoup avec notre père. Puis notre mère, elle ne savait pas. La langue se perd très vite. La religion a du mal à se maintenir. Et vient se greffer là-dessus un élément de plus, c'est que ces enfants ne vont pas à l'école de la République, parce que l'école de la République n'est pas intéressée par ces enfants. Donc la seule manière pour ces enfants d'aller à l'école, c'est l'école des curés. Or, ils s'appellent tous Tayeb, Ben Salah, Mohamed, etc., etc., etc. Pour pouvoir aller à l'école des curés, il faut qu'ils soient baptisés et qu'ils aient un nom chrétien. C'est ce qui vous explique que quelqu'un qui est né Tayeb Haïfa, toute la Calédonie le connaît sous le nom de Jean-Pierre Haïfa. Parce que le jour où il est rentré à l'école, il a dû se faire baptiser et il a changé de nom. Quand on est rentré à l'école privée sur Bouraille, on a été obligé de prendre un nom catholique. Et on m'a baptisé Michel. Voilà, et mon vrai nom, c'est Saïd Haïfa. Et quand ils voulaient donner le prénom d'une mère ou d'une sœur qui était restée au pays, c'était interdit. Vous n'avez pas le droit. Ma grand-mère s'appelait, tout le monde l'appelait Mamie Minette, jusqu'à ce que je finisse par découvrir que Minette, ça voulait dire Mina, que Mina, c'était Yasmina, et que en fait, elle avait un nom français qu'elle s'était quasiment attribué elle-même, alors que son papa, Kabyle, lui avait donné un nom algérien. Comme d'ailleurs à ses frères, hein, ils s'appellent Mohamed, Saïd et puis Salah. Du côté des pères, la fierté, elle a vraiment été là. Les enfants, quelque part, ont eu à se débarrasser de cette histoire-là pour rentrer dans la société, pour ne plus avoir le fardeau de ses origines. Toute une partie de ces enfants de Bagnères sont nés sans religion et sont devenus chrétiens relativement tard dans leur vie. Moi, ma grand-mère, elle a été baptisée, elle avait plus de 40 ans. Et ce baptême rentrait dans le cadre d'un processus logique d'acculturation et de nivellement dans le cadre de la société coloniale calédonienne. Au-delà de la douleur du bagne, des souffrances du bagne, de l'horreur du bagne calédonien, on a à la génération suivante la misère. Et les enfants qui ont vécu cette misère, qui ont vécu cette violence, qui ont vécu les humiliations qu'on faisait à leur père et à eux-mêmes en tant qu'enfants de bico et enfants de chapeau de paille, ne veulent pas transmettre ça à leurs propres enfants. Et donc inventent des histoires et surtout se taisent sur leurs propres origines. Ce qui fait qu'à la 3e génération, on se retrouve avec une génération sans passé. Une génération qui se projette uniquement vers l'avenir parce que le passé, on n'en sait pas grand-chose et de toute façon, il n'est pas brillant.
C'était ce qu'on entendait. Hein. Notre père, il parlait pas, notre mère non plus. Pour eux, c'était un peu tabou, hein. Comme tous ceux qui ont été déportés ici. Hein. Même ma mère, il lui a jamais rien dit. Ils ne veulent pas raconter ce qui s'est passé. Et nous, en plus, on ne cherchait pas à demander, à les questionner. 80% d'entre nous, on a un ancêtre bagnard. C'était une telle souffrance pour nos grands-parents ou pour nos parents qu'en fait, ils n'ont rien dit pour que nos parents et nous, on puisse vivre débarrassés de ces chaînes invisibles. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous découvrirez dans notre prochain rendez-vous la suite de ce numéro spécial des Traces du passé consacré aux Arabes du Caillou. La semaine prochaine, je vous révélerai comment ils ont enfin pu découvrir un peu mieux leur histoire. Et je reviendrai aussi sur le voyage émouvant de certains d'entre eux sur la terre de leurs ancêtres et sur leur quête pour retrouver leurs racines. Bonsoir à tous. Les grands-parents ne parlaient pas de ce qui s'était passé avec leurs gosses. Hein. C'était tabou pour eux autres. Et puis nous, en plus, on ne cherchait pas. On ne cherchait pas à demander, à les questionner. Quand on a commencé à comprendre, ça manquait. C'est très important de savoir d'où on vient, savoir ses origines. Je trouve que ouais, c'est bon de savoir d'où on vient. Ça n'a pas tout été transmis, la culture. On n'a pas eu d'héritage arabe. C'est ce qui nous a manqué. Qu'on nous transmette tout ça. C'est ce qui a manqué. Hein. Bonsoir à tous. Condamnés aux travaux forcés, à l'enfer du bagne et à la solitude de l'exil, la vie des Arabes de Nouvelle-Calédonie avait mal commencé, comme vous l'avez découvert lors de notre précédente émission. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce que leurs descendants ont fait pour conserver leurs traditions, mieux connaître l'histoire de leurs ancêtres et renouer avec leurs racines. Sur les traces du passé, c'est tout de suite sur NCTV. Au-delà de la douleur du bagne, des souffrances du bagne, de l'horreur du bagne calédonien, on a à la génération suivante la misère, les humiliations qu'on faisait à leur père et à eux-mêmes en tant qu'enfants de bico et enfants de chapeau de paille, ne veulent pas transmettre ça à leurs propres enfants. Et donc inventent des histoires et surtout se taisent sur leurs propres origines. Et c'est dans la communauté arabe, c'est ce processus complexe entre le non-dit et la fierté qui a quand même été transmise, qui commence à prendre corps à la fin des années 60, au moment du boom du nickel, où il y a une nouvelle colonisation qui se fait, et où les descendants de première génération se disent, oui, mais alors les Italiens, ils ont créé leur association, les Corses, ils ont créé leurs associations, les Javanais, etc. Et nous, on est qui ? Et c'est dans ce contexte-là que se crée l'Association des Arabes et Amis des Arabes de Nouvelle-Calédonie, qui va avoir comme premier rôle
de s'occuper du cimetière de Nessadiou. C'est-à-dire qu'on s'occupe d'abord des ancêtres. On essaye de conserver les traditions culturelles que ces ancêtres nous ont passées, les quelques-unes. Je fais partie de l'association, moi. Ça fait des années, hein. Je voulais être dans faire partie des Arabes. Malgré que je suis une éloignée. On n'est pas des purs Arabes, hein, quand même, en Calédonie. Hein. Ça, il n'y a peut-être pas d'endroit, mais sur Bourail, on respecte bien les traditions de nos ancêtres. On a toujours gardé la tradition de nos vieux, ouais. C'est toujours resté dans nous, ça ne partira jamais, ça. Ouais. Parce qu'on a toujours le nom arabe. Hein. On ne perd pas notre culture ici. On a l'association des Arabes, fait beaucoup de choses. On a le cimetière, on a tout, qu'on respecte encore. Le cimetière arabe, c'est important pour moi. Et puis j'ai mes parents là-bas, mes grands-parents. À tirer de droite, de gauche, on a des endroits où on tire, qu'on risque de faire mal à personne. Et allez, boum, 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 alors on connaît, hein. L'autre il tire là-bas, l'autre il tire là, mais on ne va pas tirer de droite, de gauche. On a des endroits où on tire, qu'on risque de faire mal à personne. Moi, j'ai donné les noms de mes enfants. Et bon, ben, j'ai voulu mettre par rapport à la mère, quoi. Ben, j'ai mis un nom français. Mais sinon, ils portent tous un nom musulman. Hein. La seule chose que je garde chez l'arabe, moi, c'est la religion. Mais le restant, je m'en lave les mains, je ne connais rien du tout. Hein. Je me sens musulman à 100%. Hein. Ma religion, je ne la laisserai pas pour... La mort, elle serait là, ma religion là, qu'est-ce que tu prends? Ben, non, je garde ma religion. Prenez-moi, je m'en vais. Il y en a qui se refont musulmans. Moi non, je n'ai aucune religion, je respecte, mais... Maintenant sur l'islam, en fait on a des situations extrêmement diverses. À part sur Nessadiou, où c'est maintenu, encore une fois à cause de cet isolement, un islam du terroir, c'est-à-dire des bribes d'islam. Quelques familles ont entretenu sur 3 générations ces bribes d'islam, et puis avec la modernité, ces bribes d'islam ont pu se reconstituer en se rappelant aussi qu'il y a en Calédonie une autre grande communauté musulmane, c'est les Indonésiens. C'est-à-dire que les gens étaient jamais, ceux qui voulaient pratiquer, quelle que soit la forme de l'islam, ceux qui voulaient pratiquer pouvaient pratiquer, ils n'étaient pas tout seuls. Et donc, depuis très longtemps, il y a des liens qui se sont tissés avec la communauté musulmane indonésienne pour créer quelque chose. C'est vrai qu'un certain nombre de personnes ont fait le choix d'embrasser la religion musulmane au cours des 20 dernières années par, j'allais dire, un retour identitaire. Mais ce que l'on retrouve beaucoup plus, ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est pas tellement de devenir musulman, mais en fait de pratiquer un certain nombre de rites ou de respecter un certain nombre de traditions, par exemple le ramadan, en souvenir de l'ancêtre. Pour prendre mon cas personnel, parce que comme ça, je n'ai pas besoin de parler des autres, chacun parle pour lui. Depuis un certain nombre d'années, moi, je fais le ramadan. Je fais le ramadan alors que je suis catholique, mais ça me semble être un geste de respect pour mon ancêtre, un geste participatif avec le 1,5 milliard de musulmans à travers le monde, de faire partie de cette communauté, surtout qu'elle est aujourd'hui en crise, et par un simple geste de montrer que notre 21e siècle il est capable d'être multipolaire et qu'on peut être catholique tout en ayant un respect pour une religion frère ou sœur qui finalement sur le principe dit la même chose mais avec d'autres mots et donc les prières que je fais quand je fais le ramadan, je ne sais pas ce qu'elles sont ces prières. D'ailleurs je m'en fous quelque part. Mais ce que je sais c'est que là où il est, mon arrière-grand-père, je lui fais honneur. Je vais mais rarement maintenant. Mais avant c'était tous les vendredis. Je faisais la mosquée, après de là j'allais au cimetière. Et puis là j'entrais chez moi ici. Ouais.
Pour certains de ses descendants, faire partie de l'Association des Arabes de Nouvelle-Calédonie, entretenir certaines traditions transmises par leurs ancêtres, honorer leur mémoire ou encore à la mosquée, ce n'était pas suffisant. Alors, ils ont décidé de se rendre sur la terre natale de leur père ou de leur grand-père, l'Algérie. Un voyage à l'autre bout du monde qui leur a permis de renouer parfois avec une lointaine famille ravie de ces retrouvailles. On a su beaucoup, c'est avec mon frère Jean-Pierre qu'on a su beaucoup de choses. Parce que lui, il a été en Algérie en 86 avec un groupe d'Arabes de Nessadiou, et c'est comme ça qu'on a su l'histoire. Autrement, nous, dans la famille, on ne savait pas l'histoire. En 1986, j'avais fait une demande au journal Moudjahid si on pouvait nous recevoir en Algérie parce que la France avait pris des... Elle s'était occupée de nous, mais l'Algérie, rien. Et on a réussi à avoir 13 voyages. Mais moi, ce qui m'intéressait d'aller en Algérie, c'était surtout de connaître le pays de mon grand-père et de mon père, parce que mon père n'avait pas pu aller, il n'avait pas les moyens. Et moi, je voulais connaître ce pays. Ah oui, c'était un vieux rêve depuis notre plus jeune âge, parce que notre père nous disait s'il avait les moyens, il aurait voulu aller. Mon frère n'a pas pu aller, il a été bloqué au Maroc. Alors moi, quand j'ai eu la chance d'aller, eh bien, je peux vous dire que, Inch'Allah, Dieu a voulu, Alhamdoulilah, comme on dit, eh bien, louange à Dieu de m'avoir permis d'aller voir ce pays dans le Villon déjà. On regardait ce pays, on ne regardait pas les hublots. C'est ça notre pays, c'est ça le pays de notre grand-père, c'est ça le pays de notre père, c'est ça le pays de ma mère. Et on regardait, on était mais tous émotionnés, on attendait vivement que l'avion se pose pour se toucher cette terre, pour voir ces gens, comment ils allaient nous accueillir. Et le premier jour que je suis arrivé en Algérie, ma famille Taïeb, du côté de ma mère, elle nous attendait à l'aéroport. Mais c'était fantastique de voir cette famille qu'on n'avait pas vue depuis depuis jamais. Elle était là, elle nous attendait, mais tout habillé en arabe. Il y avait mon oncle, le vrai oncle de ma mère, avec les femmes, les jeunes, et on avait été un peu gênés parce qu'ils disent qu'il ne faut pas embrasser les femmes, alors qu'au contraire, là tout le monde nous serrait dans leurs bras. Mais Hamid, le jeune, il disait, mais Kader, je suis heureux de te connaître. Le vieux Salah disait, il priait, il pleurait parce qu'il ne s'attendait peut-être jamais à nous voir. C'était formidable de voir ces gens qui venaient nous embrasser, nos tantes, nos oncles. Mais c'était fantastique, fantastique. Mais nos grands-pères ne parlaient pas beaucoup. Ce qui nous disaient surtout, c'était que les gens étaient accueillants. Ils étaient un peu comme les anciennes temps des tribus ici, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez à une table le midi, que vous étiez 15, ils préféraient vous donner à manger à vous que manger. On se partageait tout ce qu'on avait. Tout ce qu'ils nous ont dit sur les gens de là-bas, la simplicité, le partage, la tolérance, ça, on a reconnu. Lorsqu'ils nous parlaient du paysage, ils ne nous parlaient pas trop comment que c'était, mais ils disaient qu'il y avait des grandes cultures, qu'il y avait beaucoup de choses, mais ils ne nous ont pas trop expliqué comment que c'était l'Algérie, de leur époque et comment que ça allait être. Mais sans ça, l'Algérie, quand on la voyait à la télé, je l'ai plus connu plus à la télé que par mes grands-parents. Et en arrivant là-bas, on s'est aperçu que c'était comme la télé, quoi. Le petit âne dans la rue, des fois qui nous coupait la route, la voiture, le gars habillé avec les grands paletots, comme mon grand-père était habillé, il avait toujours des paletots à grandes manches pour la chaleur. Quand je voyais mon père, mes grands-pères, sur les images, il me semblait de les voir là-bas quand je passais, il me semblait que c'était eux, parce qu'ils étaient habillés pareil, quoi, comme avant. Il n'y avait pas de différence d'avant, de l'habillement, quoi. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai quand même vu un pays assez moderne, avec pas des femmes voilées, des femmes juste avec le foulard. C'était vraiment, ça m'a surpris, et l'accueil qu'on a eu, ça m'a vraiment touché.
premier voyage de descendants de première et deuxième génération en Algérie en 1986. Il n'y aura pas de suite parce qu'en Algérie, la situation était difficile. Et puis, c'est l'arrivée en 2000 d'une équipe de télévision d'Algérie, Saïd Almi et Fatih Youssef, qui viennent ici pour faire un petit reportage et qui, en fait, avec leur sensibilité et peut-être le fait qu'ils viennent de là-bas, cassent ou permettent aux gens de casser le non-dit. Et les gens s'expriment face à la caméra, expriment des choses que probablement beaucoup d'entre eux n'ont jamais exprimées avant. Parfois n'expriment rien, mais expriment simplement, à travers leur silence, tout le poids de cette histoire. Il y a des vieux, des vieilles qui, devant la caméra, pleurent et disent « je peux rien dire, c'était trop terrible, je peux rien dire, je peux rien dire ». Rien que ça, c'est déjà un témoignage. En finale, ce petit reportage finit par être, 5 ans après, un reportage de 8 heures qui passe en prime time à la télévision algérienne, qui fait un buzz énorme. Il y a un nombre impressionnant d'Algériens qui regardent une part de leur histoire qu'ils avaient en fait oubliée et qui se réapproprient cette histoire et qui veulent se réapproprier également le lien entre eux et nous. Ce qui fait qu'il y a un premier voyage officiel en 2005 qui permet à 3 descendants d'aller sur la terre de leurs ancêtres. Et à partir de là, un certain nombre d'autres familles, grâce aux recherches généalogiques, grâce à l'aide apportée en Algérie sur les recherches pour retrouver les familles, font le voyage. Avec Son et Haïfa, et là nous avons rencontré les 3 familles. Et nous, on a été à c'est là que j'ai rencontré la famille Boufnech. La famille Boufnech, elle reste dans les montagnes, à Djidjel. J'avais 70 ans quand je suis arrivé sur la terre de mon père. C'est en 2006. On a tout visité partout. On a été à Tiaret, où il y a les pur sang arabes. On a été dans le désert. On a bien visité. Hein. C'est joli. Des cultures partout. Parce qu'on entend dire qu'ils travaillent beaucoup là-bas. Il n'y a pas de terre en friche là-bas. C'est tout des terres. C'est tout planté, tout. Ah oui, il y a des beaux endroits là. Alors quand on est arrivé à Emilia, là-bas, je leur ai dit, vous savez, je me crois à Nessadi aussi, à part qu'il y a la neige. Ces cailloux, ces crêtes, ces montagnes, ces gens qui sont partout quand on arrive, je dis vraiment, je me crois chez moi ici. Le souvenir que j'ai de très bien, c'est que je suis allée en Algérie. Je suis allée en 2011 dans la ville de mon grand-père, à Constantine. Ah ben moi, j'ai bien voulu y aller, mais bon, j'ai pas eu cette chance-là. Quand on m'a dit « tu veux venir », j'ai pas hésité, j'ai dit oui. J'ai même pas dit à mon mari « je pars » ou j'ai pas dit « je vais demander à mon mari », non. Mais moi, j'ai jamais eu la chance de rentrer en Algérie. J'ai essayé en plusieurs fois, puis il y a quelque chose qui me coupe la route, quoi. Là, il me téléphone tout le temps. Là, le dernier, là, il m'avait invité à aller, il m'avait pris le voyage en première classe sur l'avion pour aller. Ouais. Et puis alors, j'ai eu un hernie, je n'ai pas pu aller. Ils nous ont accueillis vraiment avec les tambours. Ils m'ont fait une haie, comme si j'étais un ministre, en passant entre les pompiers ou garde à vous. Il y avait peut-être 1000 personnes qui nous attendaient à la maison.
Mais ça a été formidable, ça a été formidable. Ces gens-là que... de voir toute notre famille qui était là, qui nous attendait, qui voulait nous serrer dans les bras. Mais c'est... Alors là, et là, ce jour-là, c'est quand j'ai descendu, j'ai été au village de mon grand-père, et là, j'ai embrassé la terre de mon grand-père. Parce que lui, il aurait aimé que son petit-fils touche cette terre, mais pas qu'avec les mains, pas qu'avec les pieds, mais avec la bouche. Et j'ai embrassé cette terre, et les larmes, ils ont coulé. Et deux de mes cousins qui étaient à côté de moi, il y en a un qui s'appelle Ossine, puis l'autre, je ne me rappelle plus, il y en a un qui ressemble même à mon père. Tous les deux, ils pleuraient à chaudes larmes, et c'était pas croyable. C'était pas croyable, l'ambiance qu'on a eue, l'émotion. Je sais pas, même avec mon cœur, je pourrais pas vous le raconter comment c'est resté. C'est pour moi, ça, c'est unique. On ne peut pas le dire, on peut pas le dire, c'est trop fort. C'est émouvant quand vous arrivez, quand vous mettez le pied sur la terre de notre père. Vous savez, les larmes, ils coulent, hein, ça c'est sûr. Puis en plus de voir un arbre sur les 3 qu'il avait plantés, un encore vivant. On était invités, on a été beaucoup invités. Des couscous, plusieurs sortes de couscous, des loubias, ça c'est bon. Des tagines, un peu tout, pas les mêmes, hein. Tout le monde nous faisait un plat différent. Parce qu'on allait chez une famille, c'était les frères, les sœurs. Mais ça a été formidable l'accueil. On nous bousculait pour nous venir nous dire bon, je vous embrasse, et pour nous toucher, pour dire on vous a écrit, pourquoi vous n'avez pas écrit, ou alors tu m'as répondu, ça y est, tu m'as répondu, et je suis heureux, voilà la lettre, il nous faisait voir la lettre, voilà, ça a été formidable. On a retrouvé tous les petits-neveux, parce que mon père, quand il est venu ici, il a laissé une fille là-bas. Et une fille qui s'est mariée avec un Haïfa. Et après, de cette fille, il y a eu 2 garçons. Il y en a un qui est mort, il a resté un fils, Saïd. Saïd qui a eu 9 enfants. C'est seulement en 2008 que j'ai pu voir où qu'il habitait mon grand-père. Et en 2008, lorsque j'étais avec mes 2 enfants, quand on était sur la plateforme, tout le monde a pleuré. Nadir, Yael, tout le monde pleurait parce qu'on se voyait, moi je me voyais là en train de courir avec mon père. Mes petits-enfants se voyaient sur cette plateforme, eux aussi habitaient ici. L'eau qui coule partout, parce qu'on était dans un endroit où il y a l'eau qui tombe de la montagne. C'était formidable, mais pour moi c'était grandiose. Ensuite, comme il nous avait dit, Boufnech, il a dit, tu vois, Kader, tu es la vraie famille. Tu es le premier, tu es encore le plus près du dernier des Boufnech en Algérie. Parce que toi, tu es les petits-fils de mon arrière-grand-père, alors que toi, tu es le fils du grand-père. C'est-à-dire, tu es plus Boufnech que nous. Et ça m'a fait plaisir qu'en Algérie, qu'on me disait que j'étais plus Boufnech qu'un Boufnech d'Algérie. C'était formidable, ça. Qu'un vieux arabe de 70 ans qui dit, toi, tu es plus Boufnech que moi. Mais on ne peut pas oublier ça. On ne peut pas oublier ça. Ensuite, on est parti, on a été rencontrer la famille Tayeb à Barika. Et là, à Barika, il y avait 2 Algériens là, qui étaient là. Et elle dit, mais toi, t'es Boufnech? Je dis, oui. T'es d'où? Je dis, de Barika. Dieu. Le village, 500, 600 personnes sont venues autour de nous. Là. Ils ont pu laisser passer le car. Mais c'était pas croyable. Ils ne s'attendaient pas qu'on allait venir. Et là, 500, le car était envahi, on nous donnait des cartes, on nous amenait du café. L'autre, il nous amenait le journal, l'autre, il nous donnait un livre. Bah, c'est ça aussi, moi, c'est gravé. C'était pas ma famille que j'avais vue, mais c'était gravé parce que c'est des gens qui ne me connaissent pas, parce que j'étais de Barika, des gendarmes qui nous serraient dans les bras. Ça a été fantastique, fantastique. Ça, là, c'était là vraiment peut-être des plus beaux, de l'émotion, mais aussi les plus beaux moments que j'ai eus de l'Algérie. Mais les larmes coulaient, c'était obligé, même sans à côté, l'émotion, ah oui, moi j'ai pleuré. On a essayé de trouver notre famille, mais jusqu'à présent, on n'a pas de réponse. Nous, on a toute notre famille, mais ils ne parlent pas français là-bas. Et aussi au dernier voyage, lorsqu'on a été chez les Tayeb, la vraie famille Tayeb,
à Barika, là, c'est avec mon fils qui m'avait payé le voyage. Et ben là, on a rencontré la famille Tayeb. C'était formidable aussi, parce que là, on revoyait, ils nous parlaient de notre grand-père. J'aimerais qu'on retrouve des gens parce que avec un de mes frères, si on retrouverait de la famille, on serait pour repartir. J'y retournerai pour pouvoir mieux visiter et puis aller un peu plus loin que Constantine. Ah non, non, mon pays c'est la Calédonie. Aller visiter, c'est beau tout, mais y vivre, non. Je suis passé président de l'Association des Arabes cette année et mon objectif, c'est de fêter les 150e anniversaire de la présence des Arabes en Nouvelle-Calédonie. Et je vais essayer de voir mes enfants, quand on a un peu de moyens, pour essayer de faire venir Houssine, Houssine Boufnet, celui qui nous a reçus vraiment formidablement en Algérie, et s'il pourrait venir en Calédonie. Au moins venir un, parce que plusieurs, c'est compliqué. Mais déjà, il faut qu'un de la famille vienne en Calédonie pour faire connaître aux autres comment on a gardé cet intérêt pour notre pays, pour nos grands-parents. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut faire venir quelqu'un. Bon, moi, m'installer en Algérie pour le moment, j'y pense pas. D'abord, j'ai l'âge, et ensuite, il y a tous mes parents qui sont ici, qui sont enterrés, mes grands-parents. J'ai ma famille ici. La grande majorité de ceux qui ont eu la chance d'aller en Algérie, ce qu'ils ont ramené avec eux, c'est un amour pour l'Algérie, avec la découverte de familles inconnues que tout d'un coup on se réapproprie, mais en même temps un profond sentiment que nos racines, elles sont partiellement là-bas, mais que notre avenir, il est ici. Et que ce qu'on a à réussir en mémoire de nos ancêtres, c'est de réussir à créer ce que nos hommes politiques ont appelé la communauté de destin avec les Kanaks, pour que sur les ruines d'une histoire coloniale extrêmement douloureuse et dure, on puisse construire des lendemains qui chantent, construire quelque chose qui soit une paix et une fraternité dans la diversité. Parce que si vous avez entendu les gens parler, les gens ne veulent pas se noyer dans un espèce de bloc unitaire. Ils veulent avoir le droit de garder leur diversité et ce qui fait en fait la spécificité unique et la richesse de la Calédonie. Mes racines, à moi, maintenant, elles sont en Nouvelle-Calédonie. C'est tout à fait normal. Je suis né ici, mes parents sont nés ici, je suis calédonien, peut-être avant tout. Mais l'Algérie, c'est mon pays aussi. Et comme je l'ai dit, je suis un Algérien, né en Nouvelle-Calédonie, de nationalité française. Je n'oublierai jamais que je suis algérien, mais je n'oublierai jamais aussi que je suis français. Parce que mes deux grands-mères, elles sont françaises, je ne peux pas les oublier, je suis fier de mes deux grands-mères. Alors c'est pour ça que j'ai dit, j'ai deux pays. J'ai la Calédonie qui nous a accueillis, qui est vraiment un beau pays, parce que quand on regarde la vie qu'on a ici, je ne pense pas qu'on l'aurait ailleurs. C'est vraiment formidable. La Calédonie, c'est un beau pays, avec tout le monde, les gens, que ce soit avec les Kanaks ou avec n'importe qui. On vit bien, on vit tranquille. Nous, les Arabes, on vit bien en paix. Mais il me manque toujours ce petit coin d'Algérie dans mon cœur. Ce petit coin d'Algérie restera toujours. Et c'est pour ça que je dis, l'Algérie aussi est mon pays. Et mes enfants, comme il a dit elle, c'est pas avec eux que ça va partir, que l'Algérie va disparaître en Nouvelle-Calédonie. On va toujours continuer pour se battre, pour dire qu'on est des Algériens, et qu'on est des Calédoniens, et qu'on doit vivre tout le temps en paix avec tout le monde. Voilà, c'est la fin de ces deux émissions consacrées aux Arabes du Caillou. Je vous précise que l'histoire de cette communauté enracinée malgré elle sur notre territoire a fait l'objet d'un livre et d'une exposition intitulée Calédoune, Arabes et Berbères de Nouvelle-Calédonie, qui a été présentée en métropole et dans plusieurs communes de notre pays. Rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. Merci de votre fidélité. Bonsoir à tous.